Je dois partir avec ma femme à l'abri. Et donc le temps est compté pour moi. C'était son dernier combat. Bernard Tapie nous a quittés hier matin à 78 ans. Depuis 4 ans, il se battait contre un double cancer, un combat acharné. Bernard Tapie est décédé. Bernard Tapie, vous le savez, est décédé à l'âge de 78 ans. Dirigeant d'entreprise, homme politique, mais aussi animateur télé et même chanteur. Ça n'est plus comme avant. On l'appelait l'homme aux 1000 vies, celui qui vit à 100 à l'heure, passionné et surtout engagé dans toutes les batailles qu'il menait. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a dit? Non, mais attendez, moi je m'interroge. À l'instant, redites ici, il y a des faux chez vous. Non. Sa disparition a suscité l'émoi, que ce soit dans le milieu politique, du showbiz ou sportif. Il n'était pas là pour être là, il était là pour réussir et gagner. Le sport, et plus précisément le football, à qui il a consacré une grande partie de sa vie. Les supporters marseillais ont tenu à rendre hommage à leur ancien président. Marseille, sa ville de cœur, là où les obsèques de Bernard Tapie auront lieu vendredi pour un dernier au revoir. La vie est belle. Je voudrais remercier Jean-Louis Borloo d'être là. Merci Jean-Louis, c'est un honneur vraiment que tu sois avec nous ce soir, ami de Bernard Tapie. Merci Philippe Hersens, c'est toi qui l'as mis en scène. Hein. Tu étais déjà venu nous voir d'ailleurs. Ouais, il y a quelques mois. Merci Philippe, merci d'être là. Merci Jacques Vendroux, un grand journaliste sportif, voilà, Radio France, etc. Ami de Bernard également. Merci Jacques d'être là. Jacques Séguéla, merci d'être là aussi, mon Jacques. Tu nous en parlais la semaine dernière, tu en parlais sur le plateau de Pascal Praud. La semaine dernière, tu parlais de Bernard. C'est vrai. Il est là, il nous écoute. C'est les gens qu'on aime ne meurent pas. Ils deviennent simplement invisibles et plus présents encore que quand ils étaient à côté. Il est là. T'écoutes, tu as intérêt à pas dire le mal de lui. Si je vais en descendre, il va en mettre une. Jamais, tu sais, jamais. Et Nadia, parce que moi, lui, tu mettras la seconde. Ah bah oui, oui. Merci d'être là. Vous êtes ministre délégué de la ville. Est-ce que, c'est vrai que c'était le poste qu'occupait Bernard Tapie, il était ministre de la ville. Est-ce que vous avez déjà échangé avec lui? Oui, j'ai échangé avec lui. Ça a été l'une des premières personnes que j'ai rencontrées juste après ma nomination. C'est fou, hein. J'ai échangé avec lui il y a une dizaine de jours avant qu'il nous quitte et voilà, on a eu plein d'échanges. Il vous disait quoi? Il vous donnait des conseils sur... Ah oui. Et puis j'étais très, très attentive à ce qu'il disait et très preneuse aussi parce que pour moi, c'était une sommité. Bernard Tapie, c'était l'idole des jeunes des quartiers. J'étais moi-même enfant des quartiers, tout comme vous, Cyril. Oui, c'est vrai. On l'était et donc c'est quelqu'un de très inspirant, son parcours inspirant. Et donc... Voilà, je prenais avec beaucoup d'humilité tous les conseils, tous les échanges aussi qu'on peut avoir aujourd'hui autour de notre jeunesse, de notre pays actuel. Et c'était un grand homme. Ouais. Alors, Jean-Louis Borloo, merci d'être là, comme je vous l'ai dit. Vous êtes rencontré comment avec Bernard? Écoutez, il y a 44 ans. Ah ouais. J'étais tout jeune avocat. Bon. Et il avait voulu reprendre un truc à Lyon, ça n'avait pas marché. Puis je lui avais dit, non, je ne vous la donne pas, mais il y a un petit gars à Paris là, qui pourrait vous aider. Donc il est venu, tout simplement. Il est rentré dans le bureau, puis tout d'un coup, j'ai vu une espèce de lumière, une espèce de chaleur, une espèce de drôlerie, d'intelligence, des saillies absolument extraordinaires. Et on ne s'est jamais quitté, sauf il y a 2 jours. Ça n'a jamais quitté? Non. Vous l'aviez tout le temps, au téléphone, tout le temps, vous avez... Non, il y a des périodes comme dans la vraie vie. Des périodes où tu le vois tous les jours. Là, les 3 derniers mois, évidemment. Mais puis il y a des périodes, non, chacun, lui, était à Marseille, moi, à Valenciennes. Oui, non, on ne s'est jamais quitté. Vous parlez de Marseille, c'est vrai qu'on l'a dit depuis qu'on l'a appris, le décès de Bernard, beaucoup de personnes ont réagi. On va vous montrer l'hommage que les supporters marseillais ont rendu à celui qu'ils appelaient tous le boss. Regardez. Très tôt ce matin, les Marseillais ont appris la nouvelle et sont venus déposer des fleurs ou écrire des messages sur cette photo du boss, comme ils aimaient le qualifier. Ça fait 25 ans que j'habite derrière le stade, donc fatalement on a beaucoup de peine. Des Marseillais rejoints quelques heures plus tard par des associations de supporters, gerbes de fleurs à la main, par le maire de la ville. En tout, près de 600 personnes venues saluer la mémoire du président qui leur a offert la plus prestigieuse des Coupes d'Europe en 1993. On est les seuls en France à l'avoir gagné, donc c'est important pour nous. On n'est à jamais les premiers. Un hommage, mais aussi une requête, que le stade soit rebaptisé le Bernard Tapie Vélodrome. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des hommages de partout. C'est vrai que moi, j'ai même été étonné. J'ai vu un tweet de Jean-Marie Le Pen. Ça m'a vraiment étonné hier qui tweet, parce qu'on se rappelle tous de leur combat vraiment respecté. On appelle ça un combat, parce que je me rappelle, c'est même Paul Amar à l'époque qui avait été viré à cause des gants de boxe. Et c'est vrai que quand je l'ai vu tweeter, j'ai dit, ça vous a étonné, Jean-Louis? Non, pas du tout. Non, ça ne m'a pas étonné. Mais moi, je suis venu là, parce que vous faites cet hommage. Oui. Mais avant, j'ai appelé Sophie Tapie. Ah, très bien. Et la famille. Très bien. Parce qu'elle a eu de la peine il y a quelques jours.
Je sais. Et la famille, et Sophie. Parce que c'est des gens qui ont un cœur comme ça. Je sais. Il n'y a pas le début d'une rancune. Et voilà, je suis venu Merci, avec le raccord que je voulais vous dire au soir et merci pour cet hommage à Bernard. Merci Jean-Louis, ça me fait très plaisir parce que j'ai eu, vous savez, je suis très proche de Stéphane Tapie, c'est vrai qu'on a démarré ensemble et c'est lui qui m'avait pris, je me rappelle, on en a encore parlé ce matin parce que je déconnais avec lui pour essayer de lui changer les idées. Je lui ai dit, si tu veux, je viens faire des photocopies parce qu'en fait, on était ensemble, on faisait toujours des photocopies tous les deux. Et il m'a dit, tu sais, on est comme deux frères. Deux frères, ça peut s'engueuler, mais ça s'aime toujours encore plus. Et c'est vrai que la famille Tapie, c'est vrai que je les aime, Sophie aussi, elle le sait. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'a fait beaucoup de peine parce que voilà, je la considère tellement comme la famille que voilà. Et c'est vrai que je suis content que tu me le dises, Jean-Louis, parce que merci en tout cas de me le dire. Ça clarifie et un bouquet de fleurs ne fait jamais de mal. Alors, je vais voir ce que je peux faire. Merci Jean-Louis, parce que ça, c'est hyper important pour moi. Et j'embrasse bien sûr Stéphane et Laurent, que je ne connais pas, mais qui a été, je trouve, extraordinaire. Hier, Laurent Tapie, quand il a appelé CNews, j'ai trouvé qu'il était incroyable. Ça avait été incroyable, son intervention. On va la voir, regardez. Moi, j'aimerais qu'une fois pour toutes, maintenant qu'il est mort, on comprenne que les emplois qui ont été supprimés, c'était des emplois perdus. Est-ce qu'un jour, après 28 ans, vous allez comprendre ça, que les entreprises qui rachetaient étaient mortes, que quand ils prenaient une boîte et qu'il y avait 1000 personnes, si on enlevait 300, c'était pas 300 qui étaient supprimés, c'était 700 qui étaient sauvés. Et on a sauvé des milliers des emplois. C'est ça que vous n'avez jamais pu comprendre. Quand un chirurgien vous coupe une jambe, on va pas s'attarder sur la jambe qui est coupée. Il vous sauve la vie. C'est ça qu'il faut que vous compreniez une fois pour toutes. Et j'espère qu'enfin vous allez arrêter de débiter ces conneries après 28 ans que vous le faites. Et commencez par vérifier les faits que vous donnez à l'antenne. Ça vous changera. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Moi, vraiment, j'ai trouvé ça énorme. Franchement, Jacques, ça... Génial. Moi, génial. Vraiment génial parce que c'est... Laurent, il a pris toutes les qualités du père, mais pas les défauts. Donc, petit ira loin. Ah non, mais c'est incroyable ce qu'il fait là. Moi, j'ai entendu ce matin, c'était incroyable. Ouais. Est-ce qu'on le sent vraiment qu'il avait besoin de le dire. Maintenant, il s'est dit, je vais envie de dire les choses. Non, mais trop, c'est trop, quoi. Voilà, c'est ça. Ça suffit. Oui. C'est dingue. Parce qu'en réalité, ils ne rachetaient pas des boîtes. En réalité, des gens venaient dans une désespérance. C'est ça. Les boîtes partaient complètement en vrille. Et ensemble, ils essayaient de la redresser. En y apportant une énergie, une force. Alors, des fois, ça ne marche pas, je veux dire, évidemment. Bien sûr. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que c'était pas un homme d'argent, Bernard. C'était un homme de passion, c'était un homme de challenge. Les entreprises, c'était comme la Champions League, comme la transatlantique, comme la musique, comme le théâtre, comme le cinéma. C'était d'abord ça. Passionné. Et il faut bien comprendre que Bernard Tapie, il avait tous les talents du monde. Ah, il était, on va le voir, c'est vrai. Il y a un problème, c'est que c'est Goncourt qui disait ça, un talent qu'il faut savoir se faire pardonner. Et ce qui faisait qu'avec ses talents, il réussissait quand même incroyablement. Il faut bien comprendre quel est le moteur de ça. Le moteur, c'est sa générosité et sa chaleur. C'est la capacité à embarquer les gens, parce que c'est pas lui qui pédalait sur le vélo, c'est Hinault, c'est Lemon. C'est pas lui qui barrait vraiment le fossé pour la Transat. C'est pas lui qui avait chauffé les crampons. C'est pas lui qui avait organisé l'ensemble du théâtre. C'est pas lui. Sauf que à un moment donné, il y a un homme qui dit à d'autres hommes ou à d'autres femmes, on y va, on va faire un truc qui nous dépasse. Et c'est cette passion, c'était vrai dans l'entreprise, c'était vrai en politique, c'est pas la politique. Il avait envie de s'occuper des gens, comme il s'en est occupé dans les quartiers, comme il s'en est occupé. Tapie, c'est l'inverse de la caricature que les petits fâcheux, ceux qui n'avaient ni sa gueule, ni son talent, ni sa réussite, etc. Il y avait une jalousie énorme. Mais considérable à l'égard de Bernard. C'est quelque chose qui est profond. Et donc que ça sorte là, par Laurent, qui vient de perdre. Mais quand j'ai vu ça, Jean-Louis, père. Franchement, hier, quand j'ai vu ça, Laurent, je me suis dit aussi, il a vidé son sac. Il n'en pouvait plus. Moi, je voyais tous les gens qui ne lâchaient pas Bernard Tapie. Ça fait des années qu'on ne le lâche pas. Franchement, c'est insupportable. Et je comprends qu'à un moment, il craque aussi. Il y a une jalousie. On a entendu tout sur... je trouve que c'est horrible, même quand il était malade. Philippe, tu le sais. C'est injustice, oui, de la part même des médias, tu sais. On avait l'impression que c'était la voix de son père qui disait, écoutez, voilà, j'ai essayé de faire beaucoup de bien et énormément de bien dans ma vie, même s'il y a plein de gens qui ont dit le contraire. C'est ça ? Complètement. Complètement. Mais il faut savoir. Moi, je me souviens que moi, j'avais d'excellents rapports avec Bernard, et il m'est arrivé souvent de l'interviewer sur le football, etc.
j'étais moi aussi jalousé parce qu'on disait oui, mais t'es pas objectif, etc. Tapi, t'es copain avec Tapi. Je dis oui, j'ai copain avec Tapi parce que c'est un mec bien. Simplement, je parle sous le contrôle de Jacques Séguéla. Comment il récupère l'Olympique de Marseille? C'est un dîner chez Jacques Séguéla, Edmond Charleroux, Jacques Séguéla, Bernard Tapie et d'autres convives. À chaque fois, il y a un mauvais coup, il y a Jacques Séguéla. Ouais, mais oui. Et Edmond Charleroux. C'est vrai, en amour aussi, c'est vrai. Non, mais c'est extraordinaire. Edmond Charleroux dit à Bernard, viens m'aider. Avec tout ce que vous avez fait dans les affaires, etc., est-ce que vous ne voulez pas racheter l'Olympique de Marseille? Enfin, tu sais, Gilles. Et je vais en parler à Gaston. Et il y a cette phrase marrante que tu nous as racontée, mais qui c'est Gaston? Et Léon, Edmond Charleroux, mais c'est mon mari, c'est Gaston Defferre, le maire de Marseille. Il va vous vendre l'Olympique de Marseille, si vous êtes d'accord, pour un franc symbolique. Il quitte le domicile, j'invente rien, de Jacques Séguéla. Ils vont à pied au ministère de l'Intérieur. Edmond Charleroux, Bernard Tapie, et ils se retrouvent en un quart d'heure dans le bureau du ministre de l'Intérieur. Il dit, Monsieur Tapie, oui, bonjour. C'était qui à l'époque? Gaston Defferre. Gaston, oui, c'est vrai, de Marseille aussi. Il a vendu l'Olympique de Marseille pour un franc symbolique. Et il en a fait la meilleure équipe d'Europe. Et là, je parle encore sous le contrôle de mon ami Gilles Verdez. Marseille est avec l'AS Saint-Étienne, dont il a pris référence à les vrais verts de Saint-Étienne, Larquet et toute la bande. Eh bien, Saint-Étienne était un exemple pour lui. Il a voulu faire, pas un copier-coller, mais de Marseille, il y a deux clubs qui sont très populaires en France et encore maintenant. L'AS Saint-Étienne, très populaire, et l'Olympique de Marseille. Tous les autres, c'est des clubs respectés, c'est des clubs qui intéressent les supporters, mais ils ont, dans tous les clubs, dans toute la France, il y a des clubs, les supporters de l'OM, les supporters de la SS, etc., de Saint-Étienne. Dans toute la France, il y a des clubs de l'Olympique de Marseille. Et c'est grâce à Bernard. Et quand vous voyez partout, après le décès de Bernard dimanche matin, tous les clubs de France, et tu le sais Jean-Louis, du plus haut, le Milan AC, la Juve, le Bayern de Munich ont rendu hommage. Et tous les petits clubs de division d'honneur, ils ont rendu hommage à Bernard. C'est magnifique. C'est vrai. Alors, juste, vous avez tous la chance de l'avoir connu, Bernard. Vous l'avez déjà rencontré, vous, Nadia? Ah oui. En vrai, vous l'avez rencontré? Ah oui, bien sûr. Parce que moi, voilà, j'ai un truc, c'est que j'avais deux rêves. Je voulais rencontrer Johnny. Je l'avais rencontré lors d'une émission. Et Bernard Tapie. Et Bernard Tapie, en fait, tout le monde croit que je le voyais très souvent, mais je ne l'ai jamais vu. En fait, j'ai eu avec lui qu'une relation téléphonique. Non, mais j'ai eu une relation téléphonique avec lui, en fait. On s'est appelé, et à chaque fois qu'il avait un truc, il m'appelait, il me disait, Hanouna, c'est Tapie. Tiens, t'as vu l'album de Sophie? Qu'est-ce que t'en penses? Je dis, bah oui, j'aime bien tout ça. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais rencontré. Et plein de fois, Stéphane m'a dit un jour, tu verras, je t'amènerai voir mon père. Et c'est vrai que ça restera un grand regret parce que c'était vraiment quelqu'un que j'aimais énormément. Vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré, il est venu dans mon bureau, on a passé plus de 2 heures. Et en fait, c'était très drôle parce que j'ai l'impression de l'avoir toujours connu, Bernard Tapie. Moi, j'avais 12 ans quand lui, il était ministre. Et c'est la personne politique avec François Mitterrand qui m'ont marqué. C'est-à-dire que dès l'âge de 12 ans, et puis ensuite, il est président de ce club. Il nous fait découvrir l'OM, moi, banlieusarde parisienne. Il nous fait découvrir l'OM et il nous fait aimer l'OM, qui n'est pas l'équipe de France, mais qui est l'équipe de la France et qui nous rend fiers d'être des quartiers nord de Marseille. Et il nous a fait découvrir cette ville qu'il aimait tant. Et il a réussi à nous transmettre cet amour par l'amour qu'il avait du football. Donc, Jacques. Oui, moi j'ai eu la même chose. Hein. Quelques semaines après ce fameux dîner, il m'a dit, il faut que tu connaisses l'OM, tu connais rien au sport, tu es nul. Donc écoute, je te prends demain chez toi à 18h. Sois prêt. Bon, à 18h, il arrive en Ferrari. On part à 250 à l'heure dans Paris, j'ai cru qu'on n'arriverait jamais, pour l'héliport. On arrive à l'héliport, il prend l'hélicoptère, il lui-même, qui pilote lui-même, il amène l'hélicoptère. Il amène l'hélicoptère à côté où il y avait un aérodrome à peu près à 30 km de Paris. Il y a un jet. Il vire le pilote. Il prend le jet lui-même, tu l'as vu faire. Il décolle le jet, on arrive à Marseille. Il y avait une autre Ferrari qui l'attendait. Il prend la Ferrari. Je te jure que c'est vrai. Et après, vous êtes arrivé en vélo, quoi. On arrive au stade. Au stade, il était dans un petit truc nul comme ça, tu vois, avec des planches. Il tapait. Il fallait lui changer des planches après chaque match. Il tapait avec les pieds de planche. Il buvait 3 litres d'eau par match. Et évidemment, à la mi-temps, il y a un point contre Marseille. Il dit, je descends, laisse-moi faire. Marseille était mené 1-0.
Non, Marseille était battu. Mené 1-0, ouais. D'accord. Il y avait un but de 0 contre Marseille. Il y avait un 0. Et il descend au vestiaire. Ouais. Non, Marseille, il y avait 0. Oui. Et l'autre, 1. Oui, ça. On va y arriver, Jacques. Et il descend au vestiaire et il allume tout le monde. Il descend au vestiaire, il remonte. Et ça a été 2-1 pour Marseille. Vous savez pourquoi 2h du matin, Cyril, on reprend le jet parce qu'il détestait parce qu'il veut faire le retour. Il nous fait le retour. Jacques, prends ton temps. T'inquiète pas. Tu vas y arriver. Il détestait dormir en dehors de chez lui. Il avait besoin de dormir dans son lit, ou qu'il soit dans le monde. Non, il avait besoin de dormir avec sa femme. Pour revenir dans son lit. Merci Jean-Louis de le dire. C'est la réalité. 50 ans de grand amour. Le plus important de Bernard, toujours été sa femme. C'est sa femme, c'est Dominique. Et on est arrivé à 4h du matin à Paris. Voilà, une journée normale. Vous savez pourquoi on parle avec autant de passion de Bernard Tapie? Non, mais c'est vrai, je le vois. C'est ça qui est... Vous voyez cette passion qu'on parle tous. Parce que Bernard Tapie, ça va encore faire ricaner certaines personnes, des donneurs de leçons, évidemment, comme toujours il y a. Oui, il y en a beaucoup. Mais non, mais je vais te le dire. Il fait partie du patrimoine de la France. C'est-à-dire qu'il a fait gagner la France via l'Olympique de Marseille. Comme Yannick Noah, comme Alain Prost, comme Michel Platini, ces gens-là ou Bernard Hinault, ils ont fait gagner la France à leur niveau. Et Bernard fait partie de ces gens qui font partie du patrimoine d'avoir redonné du bonheur à la France qui avait besoin de gagner dans les années 70, 80, etc. C'est pour ça qu'il est hyper populaire. Qu'est-ce qu'il préférait faire, Bernard? Parce qu'il a fait tellement de choses. La politique, homme d'affaires, le cyclisme, le foot, le théâtre. Qu'est-ce qu'il a préféré, Jean-Louis, pour toi? Embarquer. Ah ouais, embarquer sur une nouvelle. Parce qu'en fait, il n'a jamais vraiment voulu les choses. Ça a toujours été des rencontres. Ouais. Ça a toujours été des rencontres. Et à un moment, il y a une rencontre. Il a l'idée putain, on va le faire. Le retour, quand l'Atlantique avec le Phocéa, je veux dire, qui était plus fait pour ça. L'ancien bateau de cola, c'était une idée complètement idiote, hein, franchement. Et qu'elle soit la météo, il s'est fait élitruiller en pleine mer. Enfin, le type est dément. Mais moi, j'ai tellement entendu de conneries sur lui. Je veux dire trois trucs. Vas-y. Connais l'histoire de la petite Zora? Non. La franco-marocaine? Non, qu'il avait adoptée. Cancer du poumon. Il la croise. La petite, elle est chétive, on va adopter, parents à 3. En accord avec les parents, il l'a pris chez lui, avec Dominique. Ils s'en sont occupés jusqu'au départ de la petite. Deuxième, qui vous raconte mieux le vrai Tapie, parce que Tapie, c'était un pudique. Ça, il serait furieux que je le raconte. C'était un pudique. Il faisait ces trucs. C'était un fils de Jean Tapie, ouvrier communiste. Mais il allait au catéchisme et il apprenait le violon en même temps. Deuxième, c'est quand il fait Ambition, qui est un carton absolu. Ambition, incroyable. On a les images. Il y a juste, parce qu'il faut savoir ça, il a un énorme cachet à ce moment-là. Eh bien, à la fin des 5 Ambitions, il va voir Marie-France Brière, la productrice, et il dit, attends, avec ce que j'ai vu là, mon cachet, c'est pour la Fondation Abbé Pierre. Marie-France Brière dit, je peux pas, quand tu es le service public, les comptables vont pas être d'accord, tu te démerdes. Tu le fais. Et puis, dernier truc, les écoles pour les gamins, là. Les 7 ou 8 écoles qu'il a montées pour les jeunes du quartier, pour qu'ils soient vendeurs, etc. Il les a payés de sa poche. Personne ne l'a jamais su. Le vrai Bernard Tapie, c'est comme Lino Ventura avec Personnage. Voilà. Ces mecs-là, ils disent pas ces vrais trucs. Jamais. Ils sont d'une pudeur invraisemblable. C'était un type qui avait la foi du charbonnier. C'est tout à fait étonnant, Bernard. Et c'est pour ça qu'il y aura, je pense, une très belle cérémonie à Saint-Germain. Tu as raison, Jean-Louis. Moi, j'étais malheureusement à Furiani. Et je suis tombé. Furiani, alors. Et c'est le drame de Furiani, il y a bientôt 30 ans, etc. Gilles aussi. Et moi, qui était aussi Gilles. Hein, et il est ministre de la ville. Il est président de l'OM. Le match est annulé à cause des troncs de la tribune qui tombent, etc. Il s'est occupé des gens. Personne ne l'a su. Il s'en est occupé personnellement. Il allait voir les gens blessés à l'hôpital de Bastia. Il allait voir les gens blessés qui étaient à la Salpêtrière ou dans d'autres hôpitaux. Il a suivi, et tu le sais, il a suivi l'affaire jusqu'au bout. Et on peut le dire maintenant, parce qu'avec prescription, c'est lui, je le dis parce que j'étais directement concerné, c'est lui qui s'est occupé de sauver, entre guillemets, les blessés de Furiani. C'est lui qui dirigeait les pompiers, allait à tel endroit, Jacques, allait dans telle tribune. Gilles, tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Je sais, Gilles. Oui, en fait, Gilles était là, et je crois que Bernard Tapie
t'a aidé? Bien sûr, le 5 mai 1992, quand la tribune est tombée, c'était une scène d'effroi et je me suis retrouvé propulsé, où j'ai marché vers le vestiaire marseillais. Et donc à ce moment-là, je suis tombé à l'intérieur du vestiaire sur Bernard Tapie. Je saignais, je l'ai vu, je lui ai dit c'est terrible, c'est la première fois que je le voyais. Et donc il y a eu comme ça un déclic. Il a emmené ses joueurs vers le chaos et il a pris effectivement les gens par terre, mourants, grièvement blessés, et avec Basile Boli, et il les a pris, il les mettait dans les ambulances. Et ce jour-là, il est devenu mon héros parce qu'il aurait pu protéger ses joueurs, il aurait pu être en retrait, mais non, il s'est impliqué. Et jamais il n'a voulu le raconter. Et moi, il me disait toujours, mais quand des gens critiquaient, il disait, mais toi, t'as vu, raconte si tu veux, mais moi, je veux pas. Et je disais, mais pourquoi vous racontez pas? Je vous ai vu, vous avez sauvé des dizaines de personnes, vous les avez mises dans les ambulances. Je veux pas raconter, je veux pas, voilà. Et en fait, c'était ça. Il était tellement pudique qu'il ne voulait pas se mettre en avant. Et ce jour-là, moi, je reste admiratif de ce qu'il a fait. Sauver des vies dans une situation de drame, il est rentré à Paris, il a fait... Il y a certaines personnes qui sont restées à Bastia parce qu'ils n'étaient pas transportables. Enfin, on ne va pas refaire le film, etc. Mais quand il rentre à Paris, il va à la Salpêtrière, il va voir Gérard Saillant, que tu connais, qui a soigné la plupart d'entre nous, etc. Et il nous suivait. Tu comprends? Il nous suivait, c'est-à-dire qu'il lâchait rien. Et puis au moment, quand il a vu qu'on allait un peu mieux, etc., bon, après, il t'appelait 15 jours après, est-ce que tu vas mieux, etc. C'est pour ça que c'est un mec, je veux dire, moi, quand on l'a taillé pendant des années, j'en étais malade. Parce que, et quand on racontait l'histoire de Furiani ou d'autres histoires, ce qui est incroyable, c'est que les gens ne nous croyaient pas. Ils pensaient qu'on était aux ordres. Ils pensaient qu'on était complètement inféodés à Bernard. Même Gilles nous l'a raconté plein de fois ici, et il n'osait même pas nous la raconter, Gilles, parce qu'il voulait. Je sais que Bernard voulait pas que tu. Il voulait pas qu'on le mette en avant. Donc, Jacques, j'ai l'impression, voilà, et je le vois chez Jacques Vendroux, on l'a vu chez un des fils de Bernard ce matin. Il y a aussi des gens qui disent, franchement, ce que je disais tout à l'heure, on l'a pas lâché, quoi, Bernard. Ce qu'il a préféré dans sa vie, c'est d'être ministre. Ah, c'est vrai? Pour vous, c'est ça? Et j'en ai parlé. J'avais pas l'impression, moi, je croyais pas. Il y a 15 jours avec lui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as préféré dans ta vie? Il m'a dit, c'est être ministre, mais ça m'a échappé tout de suite. Et ils m'ont volé Marseille. Parce que son rêve, c'était de devenir maire de Marseille. Comme c'était le chouchou de François Mitterrand, qui avait dit en Conseil des ministres, vous êtes nuls en communication, regardez Tapie et faites comme Tapie. C'était mis tous les ministres à dos en une seule réunion. Il s'est battu toute sa vie pour essayer de faire ce qu'il aimait, c'est-à-dire la politique, qu'il a tué. Le jour où il a décidé de quitter Adidas pour la politique, je lui avais dit, d'ailleurs, sa femme lui avait dit, Sophie, ma femme lui avait dit, mais ne rentre pas chez des piranhas, ils vont te dévorer. Tu pourras pas résister. Mais c'est fou ce que vous dites là, Jacques, parce qu'on le sent tellement fort. Bernard Tapie, moi voilà, je me dis, franchement, et quand vous dites ne rentre pas chez les piranhas, on se dit Bernard Tapie va s'en sortir. Non, le regret de sa vie, dans ce qu'il a tout réussi, le regret de sa vie, c'est la mairie de Marseille, parce que je ferais de Marseille, j'aurais fait de Marseille la grande capitale du monde. La capitale du sport, la capitale du jeu, la capitale du bonheur, la capitale du soleil. Il y a prescription maintenant, mais je vais vous raconter une anecdote, quelques secondes. J'ai des amis à moi qui avaient un hôtel à Barcelonnette-le-Sauce, et l'Olympique de Marseille allait régulièrement faire des stages en hiver pour faire du ski de fond, etc. L'Olympique de Marseille, Domergue, Giresse, Goethals, c'est toute la bande. Moser. Carlos Moser, ils allaient dans cet hôtel. Et un jour, cet hôtel, je ne vais pas les nommer parce qu'il faut être un peu pudique, avait des problèmes financiers. Le patron a été voir Bernard. Il dit, est-ce que tu peux m'aider? Oui. Il l'a aidé, personne ne l'a su. Les gens ont remboursé peut-être 2 ou 3 ans après, mais il avait un cœur énorme. Et il a sauvé cet hôtel, alors que ce n'était pas du tout son hôtel. Il a sauvé des emplois. Maintenant, il faut se lâcher. Maintenant, il faut dire la vérité. Il faut arrêter de jouer autour du pot, etc. C'était, je le dis une nouvelle fois, c'était un mec, enfin je parle sous le contrôle de Jean-Louis, c'était un mec bien, c'était un mec réglo, c'était un mec honnête. Alors tout le monde dit oui, voilà, patati, patata, on raconte beaucoup de conneries. Beaucoup de bêtises ont été racontées, même sur un certain nombre de choses, notamment dans le football. Moi, je les ai vécues directement avec Bernard, avec Fournet-Fayard, avec Platini, etc. Il y a un millième de vérité. Alors évidemment,
quand il y avait un match entre le Paris Saint-Germain et l'OM, bon, il s'allumait avec Denisot, etc. Mais c'était pas méchant. Il mettait la pression sur l'arbitre. Bernard, il mettait la pression sur l'arbitre en disant « Ah, c'est toi qui vas arbitrer aujourd'hui. Bon, j'espère que tu vas être gentil avec nous, etc. » C'était un jeu de rôle. Mais c'était marrant. Il n'y a jamais eu de méchanceté. Mais on a raconté tellement de conneries qu'il y avait des matchs qui avaient été trafiqués, etc. C'est faux. Je dis une connerie ou pas? Tu es d'accord avec moi? Les gens étaient jaloux et parce que tout le monde croyait que c'était le fric qui l'intéressait, mais pas du tout. Mais non, c'était une erreur. C'était pas du tout une machine à fric, Tapi. C'était une machine à idées. À gagner. Une machine de cœur. Et ce qu'il voulait de l'argent pour créer des choses, pour faire des choses, pour aider les gens, pour essayer d'améliorer la vie des Français. Parce qu'il ne faut pas oublier que finalement, ce qui a été le moteur de Tapi pendant toute sa vie, c'est d'aimer les Français. Et d'être aimé à son tour par les Français. Ouais. Et on ne peut pas être aimé par les gens si on ne les aime pas soi-même. Et toute sa vie, il s'est battu pour ça. C'est pour ça qu'il aurait voulu être ministre. Et je pense, jamais président. Parce qu'un jour, je lui ai dit, mais enfin, tu as rêvé d'être président. Il m'a dit non, j'en avais pas la pointure. Ah ouais. Tu vois, l'humilité du mec qui a tout réussi. J'en avais pas la pointure. Un jour, il m'a invité à manger un poulet frites chez lui, rue des Saints-Pères. Il me dit, dis-moi franchement, il y a, je sais pas, 5 ou 6 ans. Ça démarre bien, elle démarre bien l'anecdote. Rue des Saints-Pères, c'est dégueulasse. Donc un poulet frites. Et donc, il me dit, dis-moi la vérité, est-ce que je fais partie des grands présidents du foot? Je dis, mais Bernard, attends, il y a Henri Germain, fameux président du Stade de Reims, grand président, Roger Rocher, Louis Nicolin, Francis Borelli, Jean-Louis Campora. Je lui dis, tu fais partie des grands présidents du football français. Il a révolutionné le football. Jean-Louis le sait, il était président de Valenciennes pendant des années. Le football, avant l'arrivée de Bernard, il était mort. On se lâche. Il était triste. Il était mort. On ne gagnait plus. On s'emmerdait. On était systématiquement éliminés en Ligue des Champions, etc. Il a convaincu Platini de reprendre l'équipe de France. Il a 2 regrets. Maradona. Il le voulait à Marseille. Et quand il a vu qu'il ne pouvait pas voir Maradona parce qu'il avait un petit peu grossi et que c'était peut-être un petit peu dangereux de le faire. Mais il avait 20 ans d'avance. Passons. Et Platini. Une génération son regret, c'était Platini. Sur la France. Ah oui, c'est ça. Alors, vous l'avez tous eu au téléphone peut-être dernièrement. C'est quoi le dernier mot qu'il vous a dit? Vous, Jacques, je sais que la semaine dernière, vous disiez... Écoute, moi, c'était la semaine dernière, il y a une dizaine de jours. Et je lui ai dit, écoute, maintenant, tu vas nous quitter, tu vas retrouver François Mitterrand là-haut. Quel est le premier mot que tu vas lui dire? Vous avez dit ça? Oui. Quel est le premier mot que tu vas lui dire? Et ça a fusé, il a dit, les forces de l'esprit. Tu es en train de mourir. Le corps foutait le camp. L'esprit tournait à 100 km/h. Puis j'ai dit après, et pour qui tu vas voter? Il a réfléchi. Bernard, il réfléchit rarement, parce que tout est dans sa tête déjà programmé, et tchac, ça fuse. Il a réfléchi un moment, il m'a dit, écoute, il n'y en a qu'un qui a la stature, et qui a le courage, et qui a la force de pouvoir changer la France, c'est notre président, c'est Emmanuel Macron. Et grâce à Bernard, il connaissait par cœur, là je parle aussi sous le contrôle de Gilles, il connaissait par cœur la composition. Et le président Macron connaît par cœur la composition de l'équipe de l'OM, finaliste et qui gagne en 93, dans les buts de Fabien Barthès, etc. L'histoire Barthès, elle est extraordinaire. Il va jouer à Toulouse avec l'OM. Il voit Barthès qui est gardien de Toulouse, jeune gardien de 20 ans, en fait, tu le sais. Il dit au président de Toulouse à l'époque, il lui dit, mais ton gardien, c'est ce mec-là, si on s'en occupe pas comme il faut, ce type-là va devenir le meilleur gardien de but du monde. Le président, il fait, ah bon, t'exagères pas un peu, etc. Bah oui, bah écoute, moi je te dis, le Fabien Barthès qui joue à Toulouse va devenir le meilleur gardien de but du monde. Alors ça veut dire quoi? Ben, je te l'achète. Mais il l'a acheté une poignée de main. Il a fait la carrière à Marseille. Et après, on a vu, bah oui. Et puis on a vu, enfin je veux dire, il a été le meilleur gardien de but du monde. C'est quoi le dernier mot que vous avez dit? Vous l'avez eu quand? On connaît, moi je l'ai eu aussi il y a une dizaine de jours, il était très fatigué et c'est vrai que c'était un homme qui adorait la politique, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti pendant tous nos échanges. Et ils étaient assez nombreux. Et donc, il était sincère, Bernard Tapie, dans tout ce qu'il entreprenait. La question de la générosité, c'était un homme généreux dans tout ce qu'il faisait. Il donnait sans compter. C'est peut-être ça aussi qui faisait qu'il nous atteignait, nous, jeunes, dans nos quartiers où la vie était difficile, où il nous disait vous avez cette capacité à entreprendre, allez-y. Et son dernier message... C'est un exemple.
le dernier échange qu'on a eu, il était sincère dans ses combats politiques, dans le combat contre l'extrême droite. Il vous a dit quoi? Il m'a dit, tu sais, une ministre en exercice a le droit d'être en colère. Et donc, tu vois des choses et tu es en colère, tu as le droit de le dire. Et donc, aujourd'hui, je dis, voilà, effectivement, je suis en colère de ce qui se passe, des débats qui dérivent aujourd'hui sur une certaine idée de la politique qu'il a toujours combattue et qu'il avait raison de combattre. Et je pense qu'il faut qu'on poursuive tous ensemble ce combat contre on aura l'occasion d'en reparler, parce que c'est vrai que tous les jours, on voit ce qui se passe. Hein. Voilà, il y a des déclarations, j'en parlais encore tout à l'heure, qu'on n'aurait pas vu il était fou, il y a 10, 15 ans. Il est fou de ça. Philippe, c'est quoi la dernière phrase que vous lui avez dit? Vous lui avez dit quoi? Je lui ai Bernard il y a une quinzaine de jours, mais il était vraiment fatigué. Il en avait vraiment marre. Ça se sentait bien. Ce qui est très bizarre, c'est paradoxal par rapport à quelques mois encore, au printemps dernier, il avait encore la niaque. Il avait dit, faut absolument que tu me trouves une pièce de théâtre, faut absolument qu'on y retourne. Je te l'avais dit d'ailleurs. Mais c'est pas possible. C'est toujours ça les projets. Il était toujours... Il voulait jouer Jean Valjean dans Les Misérables. Voilà, Les Misérables. Il y a encore un an, on s'est dit, allez, on va faire la comédie musicale. Un an, il m'appelle, il dit, il faut que tu appelles Claude Michel, là. C'est impensable, ça. Il avait une niaque jusqu'à encore il y a quelques mois. Et vous, Jean-Louis? Parce que je vous ai vu sur une autre antenne, c'est vrai que c'était très fort ce que vous avez dit. Non, moi, c'est vendredi. Il y avait Dominique au-dessus de lui. Il était tout paniqué parce qu'elle n'était pas là. Elle était allée chez l'oculiste une demi-heure changer ses lunettes. Pas Dominique, c'est pas possible. Voilà. Et il y avait Sophie qui va recevoir un bouquet de fleurs. Il y avait Laurent, il y avait un beau bouquet, un beau il y avait bouquet. Nathalie. Et il a dit à Laurent, il a compris, il fallait chercher les chiens. C'est un homme qui adorait les animaux. Il en a appris de la SPA, des absolument incalculables. Et simplement, il m'a pris sa main chaude, là, comme ça. Et puis, il se faisait caresser par Dominique, et une petite commissure, là, des lèvres, et puis un clin d'œil comme ça. Voilà. Merci Jean-Louis. Alors, c'est extraordinaire parce que Dominique, hier, m'a montré les photos qu'elle a faites, justement, de ses chiens, à ce moment-là. Et on voit, c'est un énorme chien, hein, tu sais, cette hauteur-là. Ce chien s'était couché sur Bernard, il avait sa gueule, tu vois, qui était là, et la main de Bernard dans sa patte. Incroyable. Et le chien, c'était moi. Hein. Merci. Je voudrais remercier Jacques Ségla, merci Nadia, merci Philippe, merci Jean-Louis Borloo. Je voudrais dire, on pense très fort à la famille, à Sophie, que j'embrasse fort, elle sait que je l'aime, à Stéphane, à Laurent, à Dominique, à toute la famille Tapie, et surtout à Bernard, exactement. Surtout à Bernard, qu'on aimait tous, qu'on admirait.